Mes chers collègues, bonjour. La présidente Fatia Keloachi est en séance publique pour l'examen de la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de services publics. Elle m'a chargée de la remplacer pour présider cette réunion. Notre ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse, dont M. Erwan Balanant est rapporteur. Je lui donne la parole pour une dizaine de minutes afin qu'il nous présente son dispositif. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Il y a près de 5 ans, le Parlement adoptait définitivement la proposition de loi du sénateur David Assouline tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse. La France, fidèle à sa tradition protectrice du droit d'auteur, devenait ainsi le premier État membre de l'Union européenne à transposer l'article 15 de la directive droit d'auteur. Le but du législateur était simple, mettre fin au pillage, on peut, je crois, oser le mot, des publications de presse par les plateformes numériques. En effet, l'utilisation en ligne des contenus de presse est à l'origine de revenus exponentiels pour ces plateformes, principalement via les recettes publicitaires. Que ce soit sur Google, sur X ou sur Facebook, la présence des contenus de presse continue de façon décisive à l'attractivité des services des GAFAM. Or, avant la loi de 2019, aucun mécanisme de partage de la valeur avec les éditeurs et les agences de presse n'était prévu, alors même que le modèle économique de la presse était et est toujours en voie d'effondrement. En créant un droit voisin des éditeurs et des agences de presse, le législateur a donc imposé aux plateformes de rémunérer les éditeurs au titre de la reproduction et de la communication au public de leurs publications de presse. La loi prévoit que cette rémunération est assise sur les recettes d'exploitation de toute nature, directes ou indirectes, des publications de presse et doit prendre en compte les investissements réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications par les plateformes. Afin que les éditeurs puissent évaluer la rémunération qui leur est due, les plateformes doivent leur transmettre tous les éléments d'information relatifs aux utilisations de leurs publications par les usagers, ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération. Enfin, la France a souhaité que les journalistes et les auteurs d'œuvres intégrées dans les publications de presse, c'est-à-dire essentiellement les photographes, aient droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les éditeurs au titre du droit voisin. 5 ans après l'adoption de cette loi, nous ne pouvons que constater que la volonté du législateur n'a pas été atteinte. Des accords ont été signés par Google, mais à quel prix? Il aura fallu le courage de l'autorité de la concurrence, saisie par les éditeurs de presse, pour que Google accepte de négocier. En 2019, ces sociétés avaient menacé les éditeurs de déréférencer leur contenu s'ils n'acceptaient pas d'autoriser gratuitement la reproduction de leur contenu, en totale contradiction avec l'esprit de la loi et de la directive. Et c'est au prix de 750 millions d'euros d'amende et de 4 décisions de l'autorité de la concurrence que Google a enfin, et je le mets entre guillemets, appliqué la loi, et encore de façon partielle, puisque la dernière amende a été prononcée par l'autorité il y a moins d'1 an. J'observe d'ailleurs que ces 150 millions d'euros de la presse n'en a pas vu la couleur. Conformément à la loi, ces amendes ont été directement réglées au Trésor public et ont ainsi alimenté le budget de l'État. Cette situation est assez ubuesque. L'État, on peut le dire, s'est enrichi sur le dos d'un secteur en plein marasme économique depuis plus de 20 ans. Alors j'aurais souhaité que le produit des amendes prononcées par l'autorité de la concurrence soit affecté à la presse via un compte spécial dès cette proposition de loi, mais vous le savez que cela est interdit par la loi organique relative aux lois de finances. Seule une loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer un compte spécial. Cependant, vous pourrez compter sur moi et j'espère que l'on pourra aussi compter sur vous pour remettre cette question à l'ordre du jour dans le cadre d'un prochain PLF. Meta a signé quelques accords, mais les montants sont faibles et amenés à diminuer puisque cette entreprise entend se recentrer sur le divertissement. Et cela soulève un autre problème qui n'est pas l'objet du débat du jour et qu'il faudra traiter lors de la révision du règlement européen sur les services numériques.
Aucun accord n'a été signé par X et LinkedIn, alors que les publications de presse sont massivement présentes sur leurs services. Ces plateformes, qui estiment ne pas être soumises à la directive au motif que les contenus de presse seraient partagés par des utilisateurs individuels, refusent tout simplement de négocier. En mai dernier, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à X de transmettre aux éditeurs les informations nécessaires à l'estimation de la rémunération due aux éditeurs de presse. X, qui traite les éditeurs avec mépris, a traité la justice avec autant de mépris puisqu'il n'a pas appliqué la décision. Cette situation est pour moi un double scandale. C'est d'abord un scandale économique et un scandale démocratique. Au-delà de la rédaction d'orgueil du législateur qui ne devrait en aucune circonstance se laisser piétiner, il en va de la survie économique du secteur de la presse qui a cruellement besoin de ses ressources. Nous parlons d'un secteur dont le chiffre d'affaires a été divisé par 2 en l'espace de 20 ans, notamment du fait de l'érosion de ses recettes publicitaires, toujours davantage captées par les GAFAM, qui en détiennent déjà plus de la moitié. L'an dernier, Google a dégagé plus de 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 350 milliards de chiffre d'affaires et 101 milliards de bénéfices. Un scandale démocratique, ensuite, car la préservation du modèle économique de la presse est la condition de l'accès des citoyens à une information fiable et indépendante. Sommes-nous prêts à mettre entre les mains des GAFAM la libre circulation des idées et le pluralisme, à l'heure où un Français sur 2 s'informe quotidiennement sur les réseaux sociaux? Il est donc indispensable de renforcer la loi pour aider les éditeurs de presse à obtenir les informations prévues par la loi et contraindre les plateformes à négocier de bonne foi et payer une rémunération équitable. Alors les auditions et les recherches que j'ai menées m'ont conduit à vous proposer une nouvelle rédaction de la proposition de loi inspirée par la transposition italienne de l'article 15 de la directive. En premier lieu, je vous propose de renoncer à la définition par décret des éléments d'information que devront obligatoirement transmettre les plateformes. En effet, le risque serait d'aboutir à une liste figée qui ne tiendrait pas compte de l'évolution des services des plateformes et du modèle économique de chacune d'entre elles. La solution la plus simple, la plus souple, consisterait plutôt à laisser les éditeurs réclamer les informations qui leur paraissent pertinentes, comme ils l'ont d'ailleurs fait dans le cas de X, en saisissant la justice. En cas d'information incomplète ou de refus de transmission, les éditeurs pourraient saisir une autorité de médiation qui mettrait en demeure la plateforme de respecter ses obligations sous peine d'amende. La désignation d'une autorité d'arbitrage me paraît en effet indispensable pour rééquilibrer le rapport de force entre les éditeurs et les plateformes. Certes, les éditeurs peuvent saisir la justice, mais les procédures sont longues et coûteuses et la presse manque à la fois de temps et d'argent, contrairement aux plateformes qui ne demandent qu'à jouer la montre. La proposition de loi charge l'autorité de la concurrence de veiller à la bonne transmission des informations et à la conduite des négociations de bonne foi. Je vous propose de confier cette mission à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, et cela pour plusieurs raisons. En effet, l'autorité de la concurrence n'a pas vocation à réguler un secteur spécifique et n'a pu, et ça c'est un point important, n'a pu intervenir dans le cas de Google que sur le fondement de son mandat de répression des pratiques anticoncurrentielles. L'ARCOM a quant à elle une expertise incontestable en matière numérique. Elle régule déjà l'activité des plateformes et a d'ailleurs été désignée l'an dernier coordinateur pour les services numériques. Par ailleurs, l'ARCOM a déjà des missions en matière de respect du droit d'auteur en ligne. Je rappelle, et je le dis immédiatement ici, il n'est pas question pour l'ARCOM de réguler la presse. Il est juste question pour l'ARCOM d'être ce médiateur possible dans ces cas. Enfin, il s'agit d'une autorité puissante qui pourra constituer un allié de taille pour les éditeurs. Cela ne signifie pas que l'ARCOM disposerait à ce jour des moyens de mener à bien cette mission au sein du cabinet d'avocats désignés comme mandataires par l'autorité de la concurrence. Ce ne sont pas moins de 10 personnes qui suivent le dossier des droits voisins. Nous devrons donc veiller à ce que l'ARCOM soit doté des effectifs nécessaires à l'accomplissement de cette nouvelle mission, étant entendu que les éditeurs pourront toujours rester en justice s'ils l'estiment nécessaire. Le dispositif que je vous propose s'inspire donc de la législation italienne. Il prévoit qu'en l'absence d'accord dans un délai de 3 mois, les parties négociantes pourront saisir l'ARCOM qui examinera les propositions de chacun et pourra déterminer elle-même une proposition de rémunération.
Un tel système me paraît à même de garantir l'effectivité des droits voisins. Néanmoins, je vous alerte sur l'instruction de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle posée par un tribunal italien. D'ici la fin de l'année, la CJUE devra se prononcer sur la conformité de la législation italienne à l'article 15 de la directive. Il s'agit précisément de savoir si un État membre peut imposer aux plateformes une obligation de rémunération, une obligation de transmission des informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération et confier à une autorité administrative la supervision des négociations. Une audience de plaidoirie a eu lieu au Luxembourg donc le 10 février dernier, au cours de laquelle je vais prendre encore un peu de temps parce que comme ça on va traiter les sujets qui arriveront après. Non, c'est pas 10 minutes, Madame la Présidente. Pardon, on va commencer. On va commencer juste à rappeler. Continuez. Oui, merci. Il s'agit précisément de savoir si un État membre peut imposer, ça je l'ai déjà dit, une audience de plaidoirie, donc je le reprends, a eu lieu, à laquelle les gouvernements français et italiens ont défendu l'instauration de mesures nationales visant à rééquilibrer les négociations en faveur des éditeurs de presse. J'espère que la Cour donnera raison à l'Italie plutôt qu'à Meta, à l'origine du litige, sans quoi nous nous trouverions désunis. Les arguments de la France et l'Italie m'ont paru de bon sens, mais n'étant pas encore juge, je ne peux que recommander au Parlement d'attendre que la Cour ait rendu sa décision. Je vois que le temps vous semble imparti et je continuerai dans la défense des amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Environ 10 minutes, c'est pas... C'est 10 minutes, mais autrement on va pouvoir dire à chacun que c'est environ 3 minutes et chacun va faire 4 minutes, on le sait bien. On aura le temps parce qu'on va essayer de donner la parole sur l'ensemble des amendements suffisamment pour revenir. Pour l'instant, nous passons aux orateurs de groupe qui ont chacun 3 minutes pour expliquer. Environ, très exactement 3 minutes. Et donc on commence avec l'orateur pour le Rassemblement national, Arnaud Sanvert. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis de nombreuses années, les grandes multinationales du numérique s'accaparent sans vergogne le travail de nos éditeurs et journalistes, engrangeant des milliards grâce à leur contenu, sans leur reverser une rémunération juste. Pendant que ces entreprises, notamment américaines, prospèrent, la presse française, elle, subit un effondrement économique inédit. Nous avons pourtant instauré des droits voisins en 2019 pour équilibrer ce rapport de force. Mais 6 ans après, le constat reste accablant. Google et consorts ont tout fait pour contourner la loi, refusant de négocier, exploitant des failles juridiques et ne divulguant leurs revenus qu'au compte-gouttes. Il a fallu des amendes records, 750 millions d'euros de sanctions par l'autorité de la concurrence, pour les contraindre à la table des négociations. Mais aujourd'hui, les accords passés restent largement insuffisants. Les plateformes du numérique continuent de capter la majeure partie de leur valeur créée par l'information journalistique. L'opacité règne toujours sur la manière dont elles monétisent ces contenus. Les GAFAM en particulier se présentent comme de simples passerelles numériques, alors qu'en réalité, elles agissent comme de véritables gourous de l'information. Pendant ce temps, la presse française peine à tirer profit de son propre contenu face à ces géants qui captent l'essentiel de la valeur. Son chiffre d'affaires a chuté de 45% en 20 ans. Les recettes publicitaires, quant à elles, sont massivement détournées par ces géants du numérique qui captent, eux, déjà 52% du marché publicitaire et pourraient en absorber 65% d'ici 2030. Avec cette proposition de loi, désormais, les plateformes ne pourront plus s'arroger gratuitement le travail des éditeurs et des journalistes en toute opacité. Elles devront rendre des comptes sur les revenus qu'elles génèrent grâce au contenu de presse, mettant fin au monopole d'information qu'elles exercent dans le plus grand secret. Et pour celles qui tenteraient encore de contourner la loi, la sanction serait immédiate et dissuasive. Des amendes pouvant atteindre 2% de leur chiffre d'affaires mondial, soit des centaines de millions d'euros, bien loin des pénalités symboliques d'hier. Enfin, nous ne laisserons plus la possibilité de négocier à leurs avantages ou de faire traîner les discussions indéfiniment. L'autorité de la concurrence pourra imposer une rémunération plus juste, garantissant aux éditeurs ce qui leur revient de droit. Mais ce combat dépasse la seule question économique. C'est un enjeu de souveraineté culturelle et démocratique. Le groupe Rassemblement national votera cette proposition de loi sans hésitation.
Avec ce texte, nous envoyons un message clair. Les règles ne seront plus dictées depuis la Silicon Valley, mais bien depuis la France. Je vous remercie. Merci. On passe à Violette Spilwood pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La démocratie ne peut se nourrir que de débats libres et éclairés, et pour cela, une presse plurielle et de qualité est essentielle. Il est crucial pour nous d'assurer l'application de ces droits voisins, pour protéger le travail des journalistes et garantir une information indépendante et accessible à tous. Depuis 2019, vous l'avez rappelé, la France a été pionnière en ce domaine. L'objectif de la directive européenne du 17 avril 2019 était clair, rééquilibrer le partage de la valeur entre plateformes numériques et presse. Pour autant, vous l'avez rappelé aussi, force est de constater que le bilan est très contrasté. Malgré une reconnaissance légale, les éditeurs de presse continuent de faire face à de nombreuses difficultés dans l'application effective de ce droit. Certaines plateformes comme X et LinkedIn n'ont toujours pas conclu d'accord avec les éditeurs de presse, malgré l'obligation. L'autorité de la concurrence a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment en 2021, en sanctionnant lourdement Google pour des abus de position dominante. Et aujourd'hui encore, certaines plateformes refusent d'entrer même en négociation, ce qui est inacceptable et ce qui prive de nombreux médias d'une juste rémunération de leur travail. Pour autant, il existe aussi des exemples de négociations positives qui démontrent que ce droit voisin peut fonctionner. Je pense notamment à l'accord signé entre Google et l'Alliance de la presse d'information générale, la PIG, récemment, qui couvre aujourd'hui plus de 300 publications et qui va dans ce sens. Ça permet vraiment de rémunérer mieux les auteurs de la presse et de poser surtout les bases d'un dialogue plus équilibré. Donc cette proposition de loi, elle a pour objectif effectivement de clarifier et renforcer le cadre de négociation entre éditeurs de presse et plateformes numériques. Elle introduit un délai de quelques mois sur lequel nous pourrons discuter pour transmettre les informations nécessaires à ces négociations et aussi des sanctions et une procédure de médiation. Je me réjouis que le dépôt de cette proposition de loi dans cette nouvelle législature ait été travaillé dans un premier temps par notre collègue Laurent Esquenet-Gox, que je salue à distance, et que nous avions intégré dans les travaux avec Jérémy Patrié-Létus de notre groupe Médias et Information de la majorité présidentielle, qui a fait travailler pendant 8 mois une trentaine de députés sur ces questions. Je me réjouis aussi que ces travaux soient repris dans les réflexions de la future loi sur les états généraux de l'information que nous attendons tous. Donc il y aura des points de vigilance sur les moyens de l'ARCOM, vous l'avez rappelé, pour les procédures de négociation, et aussi peut-être sur le montant des sanctions qui méritent réflexion, qui doivent être peut-être plus proportionnées en cohérence avec ce qui est déjà prévu pour la violation des droits voisins. Aussi, le groupe Ensemble pour la République soutiendra cette proposition de loi avec des points de vigilance et un souhait de pouvoir continuer dans les prochains débats législatifs que nous aurons. Je vous remercie. Merci Madame Spilwood. Nous passons à la France Insoumise avec Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. La France Insoumise défend dans son programme une application plus stricte des droits d'auteur et des droits voisins, avec l'indexation sous le contrôle de l'ARCOM de la réutilisation des contenus édités par les médias français, qui doit concerner toutes les plateformes et moteurs de recherche. Donc cette proposition de loi, évidemment, nous semble aller dans le bon sens, parce qu'elle pose au moins la question des enjeux de la rémunération dans le secteur de la presse, alors que notamment le métier de journaliste se précarise. Néanmoins, le texte établit le principe de la rémunération des éditeurs sur l'utilisation de leur contenu, mais sans délimiter le cadre des négociations dont le succès repose, on le sait toujours, sur des échanges individuels. Il faudrait également veiller à ce que les journalistes soient rémunérés à la hauteur de leur travail. Or, rien ne nous garantit que la part de recettes qui sera reversée par les agences et les éditeurs de presse sera appropriée et équitable, alors qu'ils sont à l'origine même de cette création de valeur par les éditeurs de presse. Enfin, plus largement, il nous faut prendre au sérieux le sentiment de toute puissance des plateformes et de leurs propriétaires, dont nous voyons, je crois, l'illustration la plus criante en la personne d'Elon Musk en ce moment, et nous questionner sur la concentration des plateformes numériques et la dépendance des médias à l'égard d'une petite poignée de plateformes dominées par les GAFAM. D'abord parce que certaines de ces plateformes bafouent la loi et ne respectent pas le principe même des droits voisins. L'autorité de la concurrence a sanctionné Google faute de négociation de bonne foi sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Le réseau social X, anciennement Twitter, a également été attaqué en justice en novembre dernier par plusieurs groupes de presse auxquels appartiennent Le Figaro, Le Monde, Télérama, Le Parisien ou Les Échos, utilisant leur contenu sans payer. Ce janvier, c'était le tour de LinkedIn d'être assigné en justice pour la même raison.
Tous ces géants de la tech ont des points communs. Se mettre au service de Trump, cibler les réglementations existantes en Europe, enchaîner les procédures bâillons contre les médias, démanteler les quelques garde-fous dont dispose Internet pour protéger l'intégrité de l'information, défendre le soi-disant droit à la liberté d'expression, mais surtout quand il signifie plus de fake news, davantage de racisme, mais par contre toujours moins de liberté de la presse, d'où les procédures bâillons. Et on le voit encore récemment avec l'affaire Betaram. Je crois que la démocratie a besoin du travail de journalistes d'investigation indépendants et face au régime de la fake news et de la contre-vérité. Donc à l'heure des saluts nazis décomplexés d'Elon Musk, des limitations de modération des contenus par Mark Zuckerberg pour plus d'énergie masculine et moins de diversité, on a de quoi s'inquiéter de l'avenir de ces plateformes, des médias et de l'information. Est-ce qu'on ne doit pas craindre de la part de ces milliardaires un déférencement pur et simple des contenus ne poursuivant pas leur quête idéologique réactionnaire? De ce point de vue-là, l'obligation faite aux plateformes de rémunérer les sociétés éditrices leur donne aussi le pouvoir de sélectionner les informations pour lesquelles elles sont prêtes à payer ou non. Bref, vous l'aurez compris, chers collègues, ce texte nous semble aller dans le bon sens, mais aborder une toute petite part des enjeux qui sont face à nous en termes de bras de fer avec les GAFAM et du défense du droit à l'information. Merci Madame Legrain. On passe au groupe socialiste et apparenté avec Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup Madame la Présidente. Écoutez, pour essayer de ne pas répéter ce qui a été évoqué, insister sur l'importance de ce texte. Et j'avoue que c'est une bonne proposition de loi, qu'il va dans le bon sens, d'abord parce qu'elle corrige des inefficacités de mise en œuvre de la loi de juillet 2019 qui avait initié ce travail important sur les droits voisins. C'est à la fois un sujet évidemment compte tenu de la chute des revenus publicitaires d'un certain nombre de médias au point d'être très préoccupant sur leur pérennité économique, mais plus fondamentalement sur la juste rémunération, la création de valeur en la matière. Et qu'un certain nombre de plateformes captent une partie de cette valeur au gré de leur pouvoir d'agrégateur de contenu ne peut se faire au détriment de la création elle-même. Et si à la fin que des plateformes numériques pour agréger des contenus qui n'existeraient plus, ça manquera évidemment pour tout le monde d'intérêt. On l'a dit, la mise en œuvre de la loi de juillet 2019 a été imparfaite, donc perfectible. Et ce mécanisme des droits voisins de la presse est un mécanisme essentiel pour permettre aux éditeurs, aux agences de presse d'être rémunérés par les plateformes numériques lorsqu'elles utilisent leur contenu. Et aussi pour compenser les revenus publicitaires, je l'évoquais il y a un instant. Il y a plusieurs failles qui ont été évoquées par différents intervenants avant moi. Je le redis, c'est à la fois le manque de transparence et la rétention d'informations de la part des plateformes. Les données transmises sont insuffisantes, parfois inexploitables. Évidemment, dans une asymétrie d'analyse et de rapport de force pour les négociations postérieures. Il y a l'absence de sanctions dissuasives, ou en tout cas pas suffisamment dissuasives, puisque un certain nombre se sont sentis autorisés à s'en exonérer. Et puis des manœuvres dilatoires qui visent à contourner le dispositif en retardant éternellement les discussions ou en limitant les affichages des contenus de presse. De même, la question de l'application des droits voisins aux contenus utilisés par l'intelligence artificielle reste en suspens et nous devrons évidemment y veiller ultérieurement. Il y a différentes dispositions dans cette PPL qui sont favorables sur le renforcement de la transparence, sur les sanctions, sur la médiation obligatoire. Nous aurons un sujet à trancher. Vous avez, monsieur le rapporteur, évoqué l'ARCOM. Je continue à penser que l'ARCEP est mieux qualifié, mais on en reparlera au moment des amendements. Et souligner la reprise de l'amendement de notre collègue Sylvie Robert, sénatrice, sur l'article 7 de la loi de la PPL qu'elle avait porté, visant à renforcer l'indépendance des médias et notamment les suites de la jurisprudence du Conseil d'État. Bref, nous soutiendrons cette PPL et nous avons quelques ajustements à discuter encore via les amendements. Merci Monsieur Grégoire. Nous passons maintenant au groupe de la droite républicaine avec Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour la mise en avant de ce sujet des droits voisins, un enjeu majeur pour l'avenir de la presse à l'ère du numérique, sur lequel il est important d'avancer rapidement, tant les mutations du secteur sont profondes. Une presse libre et indépendante est un élément constitutif de nos démocraties. Avec l'essor de l'usage de la presse en ligne, les acteurs de la presse doivent inventer leur modèle économique sans pour autant devenir otages des plateformes de diffusion de contenu. En 2019, une première pierre est posée à l'édifice avec l'adoption de la loi de messieurs Assouline, Caner et Donis, qui introduit le concept de droit voisin en droit français
avec pour objectif de défendre les intérêts des éditeurs et donc les auteurs auxquels ils ont cédé leurs droits. Aujourd'hui, vous avez raison, monsieur le rapporteur, on voit bien les limites de la loi de 2019 qui ne permet pas à l'État d'intervenir que sur des situations d'abus de position dominante et qui est impuissante à rééquilibrer les négociations toujours inégales entre les plateformes et les éditeurs et agences de presse. Comme l'ont montré vos auditions, monsieur le rapporteur, la première demande des éditeurs de presse est d'obtenir de la part des plateformes une meilleure transparence concernant le marché de la publicité. C'est une problématique qui existe malheureusement depuis la mise en place de cette législation. Déjà, il y a 3 ans, dans un rapport parlementaire que je présentais avec notre ancien collègue Laurent Garcia, nous soulignons les éditeurs et les agences de presse n'ont pas les moyens d'une coopération assainie avec les plateformes numériques compte tenu de l'opacité de leur fonctionnement. Cette forme d'opacité, nous ne pouvons que le constater, existe toujours. Si notre pays est pionnier sur cette question, encore beaucoup reste à faire pour une juste répartition de la valeur entre les acteurs de presse et les plateformes numériques. Ce texte est une première réponse forte. Il est également le signe de notre engagement résolu sur ce sujet que nous portons aussi à l'échelle européenne en enjoignant nos partenaires de nous suivre dans ce combat. Si certaines dispositions techniques du texte nécessiteront sans doute des ajustements, les députés de la droite républicaine soutiendront ce texte demandé par les éditeurs et les agences de presse, ainsi que par les journalistes qu'ils emploient. Se posera ensuite ultérieurement le sujet aussi de la protection des droits des éditeurs de presse avec l'émergence de l'IA et de l'IA générative. Je vous remercie. Merci Madame Duby-Muller. Nous passons maintenant au groupe écologiste et social avec Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de Laurent Esquenet-Goxès qui, dans la législature précédente, avait commencé le travail sur cette problématique des droits voisins et qui avait réuni autour de lui de manière transpartisane. Et je remercie aussi le groupe Modem d'avoir continué dans cette initiative et de nous proposer un texte très, très nettement inspiré de celui de Laurent Esquenet-Goxès pour arriver à faire avancer ce sujet qui est extrêmement important. Il est majeur. Car pour avoir dans notre pays une presse libre et pluraliste, nous avons besoin de garantir que son modèle économique existe. Et ce modèle économique est extrêmement fragilisé, effectivement, par l'évaporation des produits publicitaires vers les plateformes. Et donc, il nous faut absolument, et de manière extrêmement concrète et rapide, répondre à ce problème, parce que sans modèle économique viable, nous avons un risque majeur d'avoir une raréfaction des médias, et donc une perte de pluralité, et une mise en danger de la capacité des citoyens et citoyennes à accéder à une information libre, indépendante et pluraliste. Donc, cette proposition de loi est indispensable. Bien entendu, elle ne résout pas les problématiques bien plus larges auxquelles font face la presse et les médias. Et on le voit notamment par la mainmise de plateformes, des GAFAM, dont les patrons milliardaires se mettent à la politique du plus mauvais côté de l'histoire, en soutenant une présidence Trump qui vire nettement au fascisme et qui utilisent leur plateforme à des desseins politiques. Donc il convient plus que jamais d'intervenir pour faire en sorte qu'ils ne captent pas l'intégralité des ressources absolument indispensables pour une presse libre à leur bénéfice. Pour ce faire, cette proposition de loi va très nettement dans le bon sens. Évidemment, les enjeux sont majeurs, notamment la question évidemment de la concrétisation, de la récupération de ces moyens, notamment par le biais de la transparence. À mon sens, il y a une question fondamentale qui est aussi de donner la capacité aux éditeurs de jouer collectif. Parce que nous avons un risque. Nous avons un risque, c'est qu'entre les éditeurs, eh bien finalement, les uns plus gros essayent de se tailler la part du lion au bénéfice des plus petits, ceux qui sont très engagés pour le pluralisme et la presse libre et indépendante. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à trouver pour faire en sorte que, parmi tous les éditeurs, on joue collectif. Et puis, deuxième enjeu, bien sûr, c'est l'enjeu des salariés. C'est l'enjeu de la lutte contre la précarisation accrue des journalistes dans notre pays. Et donc, les droits voisins, les droits d'auteur doivent aussi leur revenir. Merci Madame Taillé-Polian.
Nous passons au groupe Les Démocrates avec Sophie Mette. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Dans le cadre de la journée qui sera bientôt accordée au groupe Les Démocrates, pour déterminer l'ordre du jour de l'hémicycle, nous avons décidé de porter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'application des règles en matière de droit voisin de la presse, sur laquelle avait déjà travaillé notre ancien président de groupe Patrick Mignola, ainsi que Laurent Garcia lors de la 15e législature. Plus récemment, je noterai l'important travail de Laurent Esquenégox, que je remercie. Les droits voisins sont supposés permettre aux éditeurs et agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés sur Internet, car c'est bien là leur droit le plus élémentaire. Et qui utilise ces contenus sans s'embarrasser de payer leur dû à nos éditeurs et journalistes? Ce sont les grandes entreprises du numérique américaines, des GAFAM. En 2019, l'Union européenne s'est levée contre leurs pratiques abusives à travers une directive transposée la même année en droit français. Il s'agissait de mettre en place des conditions de négociation équilibrées entre les éditeurs et les agences de presse d'une part et les plateformes numériques d'autre part, en redéfinissant le partage de la valeur. Les années ont passé, or l'effectivité de ces droits n'est pas au rendez-vous. Loin de nous résigner, nous persistons à défendre ce sujet qui devrait rassembler au-delà de toute fracture politique, car il en va de la souveraineté de la France et de l'affirmation de l'Europe dans l'échiquier international. Je remercie ainsi Monsieur le rapporteur Erwan Balanant pour le travail mené. L'intention du législateur n'a jusqu'ici pas été respectée. Les éditeurs et les agences de presse n'ont pas les moyens d'une coopération assainie avec les plateformes numériques, compte tenu de l'opacité de leur fonctionnement. En conséquence, rares sont ceux à avoir perçu une rémunération au titre du droit voisin. Nous exigeons plus de transparence. L'enjeu est notamment démocratique. Il en va de la possibilité de la presse de faire correctement son travail, de permettre l'existence du principe constitutionnel qu'est l'indépendance des médias. Les auditions menées par Monsieur le rapporteur démontrent l'attente unanime des agences et éditeurs de presse. Les dispositifs proposés aujourd'hui visent à réduire l'asymétrie d'information qui pèse sur elles, avec un rôle clé laissé à l'Arcom, ainsi qu'un renforcement du caractère dissuasif des amendes. Enfin, j'élargirai en rappelant que la France n'est pas le seul pays engagé à poursuivre cette lutte. Une question préjudicielle a été posée par l'Italie devant la Cour de justice de l'Union européenne. Cette proposition de loi doit agir en complément. Compte tenu des pertes financières très importantes des éditeurs, il faut avancer au plus vite et la navette parlementaire contribuera à ce travail. Nous appelons donc chacun dans cette commission à se joindre à nous dans cette démarche juste et importante. Je vous remercie. Merci Madame Mette. Nous passons au groupe Horizon et Indépendants avec Jérémy Patrier-Liitus. Merci Madame la Présidente. Votre texte, Monsieur le rapporteur, arrive à un moment important, sans doute un tournant de l'histoire, en tout cas de l'ordre mondial, puisque nous assistons aux États-Unis à un basculement, celle aujourd'hui de GAFAM, d'entreprises, de plateformes qui deviennent le bras armé d'un gouvernement américain. Ceci n'est pas anodin. Il y a aujourd'hui un projet politique de déréguler le fonctionnement non seulement de nos démocraties, mais de la presse, qu'en est l'un des piliers. Ce texte, il vient réaffirmer un enjeu de souveraineté, celui du pluralisme de l'information, d'une information fiable, indépendante. Et pour que celle-ci soit effective, il faut qu'elle en ait les moyens, puisqu'aujourd'hui, les plateformes, et on le sait, fragilisent les modèles économiques de ces acteurs. Et ça a été dit par mes collègues, je ne serai pas trop long. Effectivement, ces droits voisins aujourd'hui ne sont pas respectés, les plateformes ne jouent pas le jeu, et votre proposition de loi, je veux la saluer parce que les niches parlementaires, c'est toujours entre nous des combats dans nos groupes respectifs, et d'avoir souhaité mettre ce texte, j'allais dire, de manière importante au placé dans votre journée d'initiative parlementaire est importante parce qu'elle joue un rôle essentiel. Vous dire que pour nous, l'indépendance et la viabilité économique de la presse est le socle fondamental de notre démocratie. Mais comme l'ont rappelé mes collègues, il faut qu'on continue ce travail, il faut que notre commission s'en saisisse, que nos groupes politiques s'en saisissent. Il y a des enjeux maintenant de pluralisme de l'information, il y a des enjeux d'indépendance de la presse, il y a des enjeux de concentration des médias. Et donc aujourd'hui, nous posons, je l'espère, unanimement, ou en tout cas quasi unanimement, une première pierre, celle de garantir l'effectivité de ces droits voisins, de modèles économiques solides, mais il faudra aller plus loin. Et je souhaite, en ce qui concerne notre groupe, que dans le cadre des EGI, on puisse avoir aussi une proposition de loi ou un projet de loi dans les prochains mois qui permettront de porter ces sujets et de garantir ce pluralisme de l'information et la lutte
résolue contre les plateformes. Et je voudrais dire à celles et ceux, peut-être pour terminer, qui, dans notre Assemblée, seraient séduits ou s'aveugleraient de l'action aujourd'hui du président américain, qu'ils ne s'y trompent pas. Le projet politique du président américain avec l'appui des plateformes est bien celui de la souveraineté américaine et certainement pas de la protection des intérêts de la France. Et en cela, nous avons besoin de protéger et de garantir l'avenir de notre presse et de nos médias. Je vous remercie. Merci, Monsieur Patrielli-Létus. Pour le groupe Lyotte, Monsieur Salvatore Castiglione. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Le soutien à la presse face aux plateformes numériques passe par l'assurance d'une juste rémunération pour l'exploitation de leur contenu. Notre législation sur les droits voisins de la presse, si elle est marquée par un progrès important, comporte plusieurs lacunes qui limitent son efficacité. Celle-ci avait d'ailleurs été anticipée à l'époque sans qu'une solution satisfaisante ne puisse être trouvée. Il n'est pas normal que des éditeurs de presse soient obligés de recourir à la justice pour faire respecter leurs droits, alors que la règle doit être la négociation. Notre groupe soutiendra donc la présente proposition de loi car elle permettrait de répondre à plusieurs de ces lacunes. Aujourd'hui, la négociation entre plateformes et éditeurs est déséquilibrée, ce qui pénalise surtout les petits journaux locaux et indépendants, d'autant que les plateformes étrangères qui opèrent en France, mais sont basées ailleurs, peuvent jouer sur les différences juridiques entre les pays ou sur le manque de régulation globale pour éviter de rémunérer les éditeurs français. Le déséquilibre tient aussi au manque de transparence et à l'absence de transmission de certaines données qui permettraient d'évaluer plus justement les bénéfices tirés de l'utilisation des contenus de la presse française. En fixant une liste des éléments obligatoires à transmettre et en prévoyant un délai maximal, ce texte permettra ainsi de diminuer ce déséquilibre. Reste à savoir quels éléments pourraient être concernés. Doivent-ils être précisés dès le stade de la loi ? Le texte ne propose pas de mieux encadrer les explications comme les liens hypertextes et les extraits courts. Alors, n'a-t-on pas intérêt de le faire pour éviter les contournements de la loi ? Par ailleurs, l'absence de mécanismes structurés pour garantir une répartition équitable des revenus rend le système opaque pour les éditeurs, réduisant leur capacité à se défendre collectivement. La loi prévoit que la rémunération doit être équitable, mais il n'existe pas de critères précis, ce qui rend difficile l'évaluation de l'équité des accords signés entre les éditeurs et les différentes plateformes. Le texte prévoit de donner un rôle à l'autorité de la concurrence pour déterminer la rémunération en l'absence d'accord. Une telle disposition gagnerait à être mieux encadrée à l'aide de critères. Et la question est de savoir si c'est la bonne autorité. N'y a-t-il pas également intérêt à élargir les missions de l'Arcom, mais je pense que ça a été dit juste avant, qui jusqu'ici était basée sur l'abus de position dominante, que l'autorité de la concurrence s'est appuyée pour condamner Google, mais la régulation du secteur doit pouvoir être plus large que le seul respect des lois de la concurrence, ce qui nécessite l'intervention d'un acteur plus approprié, mais je pense qu'on y reviendra. On reviendra sur ces différents points tout à l'heure lors de la lecture des différents amendements. Plus largement, notre groupe est convaincu que le sujet des droits voisins doit faire partie d'une réforme globale sur l'avenir de nos médias. Je vous remercie. Merci, Monsieur Castiglione. On passe à l'expression du groupe GDR avec Soumia Bourou. Monsieur Castiglione, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro ? La présidente, chers collègues, les GAFAM, ces géants numériques, prennent une part de plus en plus grande des contenus produits par la presse en ligne, et on peut le dire, ces GAFAM vampirisent les contenus de la presse en ligne. Entre 2006 et 2019, le chiffre d'affaires de la presse a chuté de 11 milliards à 6,2 milliards d'euros. Une grande partie de cette baisse vient de la perte de revenus publicitaires qui atteint 57% et celle liée à la baisse des ventes est de 22%. Et pendant ce temps, les grandes plateformes comme Google et Facebook récupèrent 75% des revenus publicitaires en ligne. Un rapport de l'Assemblée nationale en 2021 soulignait déjà que 2 ans après l'adoption de la directive de la promulgation de la loi, le nombre d'accords de rémunération au titre du droit voisin est tout à fait marginal et l'intention du législateur n'a pas été respectée. Et les faits récents ne font que confirmer ce constat. Parce qu'en 2024,
une cinquantaine d'éditeurs de presse se sont regroupés pour attaquer Microsoft qui a refusé de donner les informations nécessaires pour évaluer le montant du droit voisin. Et de même, Le Figaro a lancé sa propre procédure judiciaire contre LinkedIn au tribunal judiciaire de Paris devant le refus du réseau social d'ouvrir les discussions sur la rémunération des droits voisins issus des publications des articles de presse. Donc en proposant d'accroître les exigences de transparence des plateformes, mais aussi de renforcer les pouvoirs de sanction de l'autorité de la concurrence, cette proposition de loi répond effectivement aux défaillances du cadre nominatif actuel. Cependant, le concept de droit voisin soulève encore de nombreux questionnements, notamment en matière d'impact sur le pluralisme de l'information. En effet, les petits éditeurs de presse n'ont pas les moyens financiers et le même poids que les éditeurs les plus reconnus pour négocier une juste convention avec les GAFAM. C'est pourquoi notre groupe, le groupe GDR, a proposé dans son amendement de rendre public le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse. Cette mesure permettra ainsi de réformer les aides publiques à la presse afin que celle-ci favorise davantage les petits éditeurs qui sont souvent les oubliés. Cette proposition de loi, que je viens de le dire, elle répond effectivement aux défaillances du cadre nominatif, mais il reste quelques petits points de vigilance et on y reviendra. Je vous remercie. Merci Madame Bourrois. Donc les groupes se sont exprimés. Nous allons donner la parole au rapporteur qui pourra, s'il le souhaite, reprendre ce qu'il n'a pas eu l'occasion de dire pendant la dizaine de minutes de son introduction et puis répondre à l'ensemble des orateurs. Pardon. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est vrai que le sujet est complet et il est en partie technique. Bon, déjà, je voulais remercier ce que j'avais pas le temps de faire, mais vous avez déjà commencé à le faire. Et comme c'est des remerciements unanimes, ils sont encore plus puissants et plus sincères. Remercier évidemment mon collègue Laurent Esquenégox, et ça a été dit par de nombreuses personnes ici, de son travail lors de la précédente législature. Remercier aussi Patrick Mignola qui avait repris dans le cadre de la navette le texte de David Assouline. Et évidemment, remercier Laurent Garcia et Virginie Duby-Muller pour l'excellent rapport qui avait été fait à l'époque et qui nous a très largement inspiré parce qu'il posait tous les sujets. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance de l'évaluation des textes. C'est grâce à ce type de rapport qu'on voit que nos sujets n'ont pas été, on n'a pas été assez loin. Je vois l'unanimité de la représentation nationale sur l'action à mener que nous avons à avoir. Et je crois que c'est plutôt bon signe. Et l'unanimité de la volonté de faire respecter ce qui est une décision souveraine du Parlement européen et une décision souveraine de notre représentation nationale. Nous avons créé les droits voisins, nous avons affirmé en cela une vision de la presse et une vision de la répartition de la valeur de la presse, et je crois qu'il faut le faire respecter. Et comme le disait, et je vais commencer à répondre à chacun d'entre vous, mais comme le disait Monsieur Patrielletus, c'est un moment particulier, c'est-à-dire le discours de Munich du vice-président américain heurtait complètement tout cet échafaud que nous avons mis en place. Pas échafaud, non. Échafaud, j'espère que ça ne sera pas justement l'échafaud des droits de la presse que certains aimeraient certainement dresser. Alors, monsieur, je crois qu'il y a une unanimité pour que, et vous l'avez dit, monsieur Sanvert, pour que les GAFAM rendent des comptes. Et c'est-à-dire que je crois que tout le monde est sur cette idée qui rendent des comptes, que le partage de la valeur soit juste et qu'il y ait une transparence. Vous l'avez dit, Madame Spielbout, il y a une question qu'il faudra qu'on se pose. Est-ce que on a des négociations qui sont plurielles, tous ensemble, collectives ou individuelles? C'est un vrai sujet et c'est la seule façon de répondre à la presse pour qu'elles aient cette capacité justement à continuer à faire vivre le pluralisme. Et donc, vous l'avez dit, il y a eu des négociations qui ont été positives. La PIG a réussi, mais il faut se poser la question des petits, comme ça a été fait, je crois, par Madame... bon, voilà. Et Madame aussi... non, pas...
Tallier-Polian. Merci. Non, non, je connais vos noms, rassurez-vous. Donc, voilà. Ensuite vient un sujet qui a été mis en avant par Madame Sarah Legrain. Sur Sarah Legrain, que je salue parce que je connais sa détermination, sur la question des journalistes et des auteurs. Vous l'avez vu, on a un amendement qui va dans ce sens pour essayer de trouver aussi, pour le cadre des auteurs, journalistes et auteurs, le même concept d'une rémunération équitable et appropriée. Vous avez soulevé un sujet qui est un sujet important et que je mets en parallèle avec la loi Bichet sur la question de la promotion de la presse. Aujourd'hui, on le sait, les éditeurs, les plateformes pourraient décider de déréférencer un certain nombre de textes. Ils ont déjà tenté de le faire. D'ailleurs, c'est sur ce fondement en partie qu'ils ont été attaqués et qu'ils ont perdu. La question, c'est qu'on pourrait se poser, est-ce que de la même façon qu'un kiosque dans la rue a l'obligation de pouvoir vendre tous les textes, tous les périodiques, tous les journaux, tous les titres, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette solution et cette obligation que l'on pourrait donner aux plateformes numériques? Alors, on dépasserait le cadre de la directive, mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se penche. Alors, Monsieur Emmanuel Grégoire, sur les mécanismes, vous avez parlé que tout ça sont des mécanismes essentiels pour la presse et pour la souveraineté de notre pays et de notre modèle européen. Vous soulevez la question entre l'ARCEP et l'ARCOM. On va y revenir tout à l'heure dans les amendements. Moi, j'ai hésité entre les deux. Effectivement, aujourd'hui, pour la presse, se dire qui serait sous l'égide de l'ARCOM, ça peut peut-être avoir un premier moment de repli, de doute. Mais en réalité, aujourd'hui, l'ARCOM est parfaitement outillé pour ça. L'ARCOM est depuis la loi SREN et la transposition DSA le référent numérique dans notre pays. Et quand à la lecture, vous verrez du rapport, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des chiffres sur le sujet, à chaque fois qu'on a des éléments factuels, souvent ils viennent d'études faites par l'ARCOM. Je pense que l'ARCOM a cette compétence et elle a cette force de frappe aussi aujourd'hui. Mais attention, il ne s'agit pas d'en faire le régulateur de la presse. La presse, elle a d'autres outils pour se réguler. Il s'agit seulement d'en faire l'outil pour aider à la négociation avec les plateformes qui aujourd'hui, je le dis, si Google a plié, c'est parce qu'il y a eu une amende via l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, comme l'ARCOM, sont des outils puissants, qui ont une certaine autorité, justement. Mais ça ne pourra pas durer, puisqu'aujourd'hui, c'est sur un fondement qui est sur un fondement anticoncurrentiel et ça ne marchera pas dans la suite. Donc il faut une autre autorité. Madame Duby-Muller, je vous remercie encore pour le rapport avec Laurent Garcia, pour votre compétence sur le sujet et pour vous remercier aussi pour avoir soulevé un point qui est un point pour moi essentiel dans ce débat. C'est la question à venir de l'IA. On ne pourra pas se faire respecter sur l'IA, et d'ailleurs ils ont déjà commencé à ne pas nous respecter si on ne se fait pas respecter sur les droits voisins. Et c'est en ça qu'il y a un enjeu démocratique, je le redis, sur ce texte. Madame Sophie Tallier-Polian, décidément, j'ai du mal. Je vous ai répondu. Merci à Sophie Mette d'avoir aussi rappelé la filiation MODEM sur ce sujet. Je crois que c'est important. Monsieur Jérémy Patrielletus, vous avez complètement raison. Nous sommes dans un moment grave pour le modèle démocratique européen et nous devons agir et le faire respecter. Et c'est dans ce sens que va ce texte. Sur Monsieur Castiglione, sur la question des liens hyper courts et des titres seulement. Il faudrait faire attention qu'on n'aille pas plus loin que la directive, parce que là c'est un sujet, on va le voir dans la défense des amendements, nous sommes sur un chemin de crête. Le chemin de crête, c'est ne pas aller plus loin que ce que nous dit la directive pour ne pas risquer de créer un contentieux qui serait un contentieux favorable aux GAFAM. Aujourd'hui, les GAFAM ne jouent que la montre. Ils ne font que des mesures dilatoires pour attendre le moment où, quelque part, ils estiment qu'ils n'auront plus besoin de la presse. Et donc, il faut faire très attention et on pourra en rediscuter pendant les amendements.
Madame Bourouawa, sur la question importante, est-ce que ça doit être géré collectivement ou est-ce qu'il doit y avoir des gestions individuelles? Moi, je pense qu'il faut que les éditeurs et les agences de presse fassent bloc et ensemble, qu'elles puissent faire voilà, respecter ces droits. Et c'est pour ça que le dispositif que l'on a créé, me semble, ira dans ce sens, et on va pouvoir en parler maintenant dans la défense des amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, la discussion générale est terminée. Nous allons passer à l'examen des articles de la proposition de loi. Juste pour vous informer, dans une demi-heure en hémicycle, il y aura le vote sur la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation favorisant l'égalité des chances. Donc peut-être que nous aurons terminé dans 30 minutes, ce qui serait sans doute la solution idéale pour pouvoir ensuite aller nous exprimer sur cette proposition. Nous passons à l'examen des articles. Nous sommes saisis de 21 d'amendements. Le premier que nous étudions sur l'article 1er est l'amendement AC22 de M. Balanant. C'est un amendement de réécriture globale. Je tiens à dire et à attirer l'attention de la Commission, c'est que son adoption ferait tomber l'ensemble des amendements portant sur l'article 1er. Donc ce que je propose, c'est qu'on ait une discussion élargie auprès de la réécriture globale et que ceux qui voulaient défendre des amendements puissent se manifester et prendre la parole pour expliquer leur point de vue si la présentation du rapporteur ne vient pas répondre, comme il a commencé d'ailleurs à le faire, à leurs différentes propositions d'amendements. À vous, M. Balanant. Oui, merci, Madame la Présidente. Et je tiens à m'excuser de cette réécriture globale. Je dois vous avouer, comme vous, on n'aime pas trop ça quand il y a une réécriture globale parce qu'on se dit ah bah on va pas pouvoir avoir la discussion. Et c'est évidemment tout le contraire que je souhaite. Mais on a essayé avec Thomas, l'administrateur, de trouver une écriture autre. D'ailleurs, je le remercie pour son travail parce qu'il a fait un travail remarquable sur ce texte. Mais on n'a pas réussi à rester cohérent. Donc on a un projet de réécriture globale, mais je vous le dis, il répond à vos principales interrogations et donc on va pouvoir avoir le débat. Donc dans un premier temps, cette écriture globale de l'article 1er donc, charge l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle et numérique de fixer les conditions de l'article 218-4 du Code de la propriété intellectuelle. Donc on aura ainsi l'ARCOM qui pourra dans une délibération, définir les critères de la rémunération due aux éditeurs et aux agences de presse au titre de l'utilisation en ligne de leurs publications de presse. Donc on s'inspire du modèle italien et je pense que c'est la bonne solution. Alors je le redis, et je le redis aux éditeurs et aux agences de presse qui nous écoutent, évidemment, l'ARCOM n'aura pas vocation à réguler le secteur de la presse. Ce n'est pas l'objet du présent amendement. L'ARCOM sera juste l'outil de soutien et de médiation et voire de sanctions sur ces négociations qui vont avoir. La deuxième partie dans l'amendement, je propose d'insérer dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article consacré aux éléments d'information nécessaires au calcul de l'assiette du droit voisin que doivent transmettre les plateformes. Donc la fiabilité, l'exhaustivité, l'objectivité de ces éléments d'information sont indispensables à l'engagement de négociations de bonne foi. Donc on l'a vu dans nos auditions, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire sur quoi ils s'engagent, sur quoi se base la négociation, quels sont par exemple les titres qui sont recevables et qui sont éligibles. Et on a vu que les plateformes, sous prétexte de contester l'éligibilité d'un texte, gagnent énormément de temps. Donc on a des enjeux extrêmement techniques. Donc il conviendra de préciser que l'ARCOM, sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du pôle d'expertise de la régulation numérique, le PEREN, qui aujourd'hui est aussi un outil puissant, donc prévu par la loi, et donc pourra s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieures qui lui seront nécessaires. Enfin, troisièmement, l'amendement entend confier, comme je l'ai dit, à l'ARCOM un rôle d'arbitrage en cas d'échec des négociations. Certes, les éditeurs de presse peuvent recourir à la justice pour faire respecter leurs droits. Ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, on l'a vu. Ils pourront évidemment continuer à le faire. Et d'ailleurs, je souligne
que l'autorité de la concurrence pourra continuer à se saisir de la question de pratiques anticoncurrentielles, par exemple. Et on a vu la part des amendes que ça pourrait faire. Alors, je le redis, pourquoi l'ARCOM plutôt que l'ARCEP? Tout simplement parce que, on l'a vu, l'ARCOM a maintenant est devenu le référent numérique dans le cadre de la loi en France. Il a des outils, mais il faudra évidemment, et ça, il faudra s'engager tous collectivement à renforcer ses moyens. Dans le contentieux entre l'autorité de la concurrence et Google, il faut savoir qu'il y a un médiateur. Ce médiateur est une agence, enfin un cabinet d'avocats. Ce cabinet d'avocats est payé par Google aujourd'hui. D'ailleurs, on peut se poser la question de ce montage qui paraît particulier. Il est payé par Google, mais travaille pour l'autorité de la concurrence. Et ce n'est pas une ou deux personnes qui s'en occupent à temps perdu, c'est presque l'équivalent de 10 à 15 équivalents temps plein uniquement sur Google. Donc on voit les moyens qu'il faudra avoir. Donc voilà, je pense que ça répond à un certain nombre de questions. Il y en aura d'autres, et je pense que, comme on l'a vu avec Madame la Présidente qui a eu la gentillesse qu'on ait ce débat, on pourra parler des délais qui sont importants. Madame Spielboult avait des propositions, je les ai en partie reprises, je crois. Monsieur... enfin voilà, je crois qu'on peut avoir le débat maintenant sur la base de vos amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, on a une demande de prise de parole de Sophie Tallier-Polian, puis de Madame Spielboult, puis de Madame Piron. Merci Madame la Présidente. Oui, bon, on est tous... il peut nous arriver effectivement dans le cadre d'une niche, et un grand merci aux administrateurs qui nous aident sur les textes des niches à les affiner, même si on peut regretter effectivement qu'un amendement de réécriture globale vienne percuter un petit peu les amendements. En tout cas, moi je voudrais réagir et apporter mon soutien sur la question de l'ARCOM. C'est-à-dire, je considère, comme le dit le rapporteur, qu'effectivement l'ARCOM est très certainement le bon interlocuteur, le bon opérateur pour mettre en place cette régulation, finalement, puisque c'est l'ARCOM qui est le chef de file sous ces enjeux de régulation numérique. Cependant, je tiens à attirer l'attention de notre commission sur le budget de l'ARCOM, à qui on confie de plus en plus de missions extrêmement importantes. Et pourtant, cette agence connaît de graves difficultés en raison du budget qui a été adopté là. Et donc, je tiens quand même à ce qu'on soit cohérent par rapport aux demandes faites à l'ARCOM versus le budget qui leur est accordé. Merci Madame Sophie Tallier. La parole est à Madame Spielboult. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Oui, effectivement, j'avais travaillé quelques amendements et je veux revenir sur le sujet des délais de transmission des informations, parce que finalement, pour avoir une bonne négociation, il faut bien à la fois que les plateformes transmettent les informations aux éditeurs de presse et que les éditeurs de presse puissent faire une proposition, tant que tout cela n'est pas normalisé. Donc ce que j'avais proposé et ce qui me semble important, puisqu'on poursuivra le débat, peut-être ça sera au Sénat avec cette proposition de loi, peut-être ça sera dans une loi proposée par le gouvernement suite aux EGI, mais en tout cas le sujet des droits voisins, il faut qu'il avance. C'est que on soit encore plus restrictif et plus contraignant sur le délai de transmission des informations, on va dire normales, dont on dispose facilement, que les plateformes peuvent extraire facilement. Donc là, il y avait 6 mois, je propose de réduire à 3 mois. Et inversement, que sur un certain nombre d'informations nécessaires pour les négociations qui ne sont pas disponibles immédiatement, qui demandent des extractions particulières, une normalisation pour l'ensemble du secteur, que il y ait des délais un petit peu allongés à 9 mois. Donc ça, c'était la première proposition. C'est peut-être d'avoir des séances de travail entre l'ensemble des plateformes qui vont être obligées d'être plus respectueuses de ces négociations et les pouvoirs publics et donc les services de l'ARCOM nouvellement missionnés pour qu'il y ait une normalisation de tout ça et qu'il y ait des délais adaptés à la réalité. La deuxième chose, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une définition plus précise des informations transmises, et notamment que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément du code de la propriété intellectuelle soient bien inclus dans le dispositif.
Troisième point qui est important, notamment pour nos éditeurs de presse, c'est le sujet de la confidentialité des négociations. Je pense qu'il est important dans l'ensemble des textes qu'on va rédiger et faire avancer dans le processus législatif que ces informations qui sont d'ordre commercial puissent être maintenues en toute confidentialité. Et enfin, je rejoins ma collègue Sophie Taillé-Polian sur le sujet de l'Arcom. On a eu le débat budgétaire où finalement on n'a pas été suffisamment, je pense, entendu sur les moyens de l'Arcom, notamment au regard des nouvelles exigences de surveillance sur les réseaux sociaux. Ces missions qu'a l'Arcom au-delà des services audiovisuels qui va sur les réseaux sociaux et sur le numérique, elles sont exponentielles. Et l'Arcom n'a pas aujourd'hui du tout des moyens exponentiels. Là, si on rajoute aujourd'hui, et qui me semble pertinent, le sujet des négociations de droit voisin, il faut vraiment qu'on ait le débat. Donc moi, je pense qu'au-delà d'une audition, comme on a l'habitude de le faire dans cette commission, où chacun pose ses questions au président de l'Arcom nouvellement nommé, qu'on ait vraiment une séance de travail, peut-être à huis clos, peut-être sans la mise en scène de notre commission qui nous l'oblige aujourd'hui avec la prise de parole de chacun des groupes, mais une séance de travail sur comment fait l'Arcom aujourd'hui par rapport à ses missions, quels sont les moyens nouveaux dont ils ont besoin pour agir et comment ils vont pouvoir agir efficacement. Sinon, j'ai un peu l'impression, en tout cas moi qui suis députée depuis 2022, que c'est un débat un peu faux par rapport à des réalités dont ont besoin aujourd'hui les éditeurs de presse pour pouvoir effectivement respecter le pluralisme et se faire respecter en termes de partage de la valeur. Merci. Merci Madame Subout. La parole est à Madame Piron. Merci Madame la Présidente. Alors, j'avais un amendement qui ressemble à celui de Madame Spielbout concernant une précision sur les éléments à communiquer. Donc, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de le redéposer en fonction de votre nouvelle rédaction en séance, ou quel était votre avis là-dessus? Et j'ai également une interrogation par rapport à la sanction pour non-transmission d'informations qui est nettement plus sévère et de loin à la sanction pour une éventuelle violation des droits. Ne doit-on pas harmoniser les deux niveaux de sanctions? Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole, donc la parole est au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais commencer par les moyens de l'Arcom, puisqu'il y a deux questions sur le sujet. Moi, je partage complètement avec vous. Il faut qu'on donne des moyens à l'Arcom. Il faut que l'Arcom soit puissant et il faut surtout que l'Arcom soit craint par ses acteurs. Et pour qu'il soit craint, il faut qu'il ait les moyens humains suffisants. Alors, on a augmenté le nombre de TP de 370 à 379. C'est sans doute pas assez. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est 10 personnes, le dossier Google. Donc, vous voyez qu'il faudra aller un peu plus loin. Mais il faudra le faire, et je mets ça un peu en lien et en relation avec la hauteur des amendes. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais aussi de l'affectation de ces amendes. 750 millions d'euros d'amendes, c'est juste, entre guillemets, 1/6 du budget annuel de la justice. Donc, on voit que ce sont des amendes qui sont lourdes et qui, sans doute, peuvent aider par leur affectation d'une façon ou d'une autre, ou par leur fléchage, à donner des moyens supplémentaires pour avancer. Alors sur les délais, moi les délais que j'ai choisis, en réalité, initialement j'étais parti, alors le texte est issu un petit peu du travail que j'avais repris de Laurent Esquenet-Gox, c'était 1 an pour le délai de fourniture, c'était court. J'avais mis 6 mois et on a vu, et l'audition de l'autorité de la concurrence a été très intéressante là-dessus, c'est que 3 mois, c'est 30 jours, pardon, pour sanctionner en cas d'absence de transmission, ça nous paraît complètement raisonnable. C'est parfaitement possible et c'est ce qu'ont fait les Italiens et je pense que c'est la bonne solution. Parce que ces plateformes n'ont qu'une idée en tête, c'est gagner du temps, je l'ai déjà dit. Et donc, à chaque fois qu'on met des délais longs, ils gagnent du temps et ils gagnent, ils sont tout simplement en train de gagner la bataille du temps. Donc, on a plusieurs délais, 30 jours, pardon, et sans préjudice du droit des parties d'agir en justice. Donc ensuite, on a, dans un délai de 3 mois à compter de la date de demande de négociation, vous voyez, on a un autre délai sur 3 mois. Et puis enfin, on a un délai de 2 mois qui est dans la dernière partie. L'autorité décide laquelle des propositions est conforme à l'article L218-4. Et si aucune proposition n'a été formulée, au cas échéant, si aucune
est conforme aux éditions, elle fixe le montant de la rémunération. Donc voilà comment le mécanisme fonctionne. Il est inspiré du modèle italien sur lequel, je reprécise, on a une question préjudicielle. On aura les orientations de la Cour de justice le 12 juin et une décision finale en décembre de cette année. Donc on a le temps dans la navette parlementaire de nous recaler par rapport à ces décisions qui seront prises aussi. Voilà. Et sur les sanctions, sur les éléments imposés, alors pourquoi, Madame Piron est partie peut-être en séance, mais pourquoi les éléments imposés, nous ne les fixons pas? Parce qu'il faut garder de la souplesse. Et qu'un éditeur de presse n'a pas besoin des mêmes éléments suivant qu'il s'adresse à Google, X, Meta ou un autre à venir demain. Donc c'est l'ARCOM qui pourrait faire ce travail sous injonction et sous demande des éditeurs de presse. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette première salve de questions. Alors, on a des questions complémentaires suite aux éclairages du rapporteur. Monsieur Grégoire. Oui, c'est juste pour un petit point de clarification. L'amendement de réécriture fait tomber exactement quels amendements derrière? Tous ceux attachés à l'article 1er. D'accord, ça va jusqu'au AC6 de Mme Taillé-Polian. C'est pour ça que je donnais la possibilité à ceux qui avaient déposé un amendement de prendre la parole pour présenter leur point de vue, si monsieur le rapporteur n'y avait pas déjà répondu. Alors, au niveau de la séance, on va faire un petit point pour voir à quel moment est-ce qu'on a encore quelques minutes avant de rejoindre la séance. Si ça pouvait nous donner l'occasion de se prononcer sur l'article 1er. Combien de temps il nous reste? Il y a encore 6 amendements, donc je propose qu'on continue. Donc on va continuer sur l'article 1er. Si M. Grégoire ou Mme Bourrois voulaient compléter, je vous laisse la parole. Non, moi simplement, j'ai besoin d'être rassurée, puisque j'ai quand même déposé un amendement qui est important. Et je voulais savoir en quoi et comment la réécriture de cet article va répondre à mon amendement, surtout sur comment il va... sur le contenu, sur le contenu qui soit rendu public, parce que actuellement ces accords sont confidentiels et moi je demande un petit peu plus de transparence. Et puis dans mon même amendement, il prévoit aussi l'exception du secret des affaires qui protège normalement certaines informations sensibles des entreprises. Et sans cette exception, les plateformes elles pourraient refuser de publier ces accords en invoquant le secret des affaires. Et moi je voulais savoir comment l'ARCOM peut répondre à ça. Et je voudrais aussi dire que je partage l'avis de Sophie Taillé-Polian sur l'ARCOM. On en donne toujours un petit peu plus de missions et pas plus de budget. Merci Madame Bourrois. Monsieur le rapporteur. Comme vous l'avez dit, les accords de rémunération, ils contiennent des données qui sont des données qui parfois sont commercialement sensibles et qui peut paraître délicat de publier au regard du secret des affaires. D'ailleurs, petite aparté, ces GAFAM qui veulent tant respecter le secret des affaires et donc le droit, le droit du commerce, qu'ils respectent aussi le droit des auteurs avec la même détermination. Donc j'ai échangé sur ce sujet avec l'autorité de la concurrence qui s'est prononcée contre. Et selon eux, le recours à un tiers indépendant ayant connaissance de l'ensemble des accords sans communiquer ces données au marché paraît être une solution plus conforme aux règles de concurrence, justement, pour veiller à la cohérence des montants proposés et s'assurer que la rémunération n'est pas discriminatoire et proposée de bonne foi. Et en complément, la Société des droits voisins de la presse ne pense pas non plus qu'une telle proposition soit conforme au secret des affaires et puisse... Si vous voulez, c'est les éléments réclamés sur lesquels il peut y avoir transparence, mais sur la question des montants et sur la question des négociations, je crois qu'on pourrait les affaiblir et les rendre plus difficiles si elles étaient complètement transparentes. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que monsieur Grégoire, vous voulez revenir ? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Deux sujets. Le premier, sur l'amendement AC17, qui était effectivement la proposition, je l'évoquais rapidement,
de confier la mission à l'ARCEP plutôt qu'à l'ARCOM. Je pense toujours la même chose, mais comme je suis manifestement le seul, ça ne suffira pas à s'imposer à la sagesse de notre Assemblée. Donc je retirerai évidemment cet amendement. En revanche, je voulais revenir sur l'amendement AC18 qui précise les sanctions en cas de refus des services de communication au public en ligne sur les obligations de transmission des éléments prévus par le décret. Comment avez-vous prévu de reprendre cet aspect dans l'amendement de réécriture, puisqu'il saute conséquemment? Merci, Monsieur Grégoire. Séquemment, je ne sais comment le dire, mais... Oui, merci. On est parti sur 1%. 1% des 350 milliards, ça fait 3,5 milliards d'amende, ce qui reste quand même une amende conséquente. Et on est sur des chiffres importants. Alors pourquoi 1% ? Parce que si on veut rester aussi dans le cadre conventionnel et qu'on respecte un certain nombre comment dire, j'allais dire d'ordonnancement entre l'Europe et nos peines d'amende habituelles, 1% me semble déjà extrêmement important quand on voit la somme de ces chiffres d'affaires. Et c'est ce qu'ont choisi les Italiens aussi. Je suis très italien dans ce texte. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose qu'on passe donc au vote sur cet amendement AC22, amendement de réécriture globale. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Eh bien, l'AC22 est adopté. Il fait tomber les amendements puisque l'article 1er est donc ainsi rédigé. Donc, très bien. Est-ce que nous avons le temps, a priori, peut-être de nous prononcer sur les autres amendements après l'article 1er ? Et j'appelle l'amendement AC7 de Madame Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à garantir un partage équitable de la rémunération perçue au titre des droits voisins de la presse entre éditeurs et journalistes. Il s'agit là de fixer un plancher de la rémunération des journalistes à 25% de la somme totale perçue par l'entreprise de presse. La reconnaissance des droits voisins à la presse offre des perspectives nouvelles pour renforcer le modèle économique des médias, qui subissent la captation progressive de leurs revenus publicitaires par des plateformes numériques. L'affaiblissement des marges des médias est responsable d'une pression à la précarisation du métier de journaliste qui s'observe partout et dégrade la qualité de l'information comme l'indépendance éditoriale. Donc si cette proposition de loi vient utilement rééquilibrer le rapport de force entre éditeurs de presse et plateformes, on ne doit pas faire l'impasse sur le rééquilibrage entre salariés et employeurs au sein des entreprises de presse et éviter ainsi que ne se reproduisent dans la négociation sociale les mêmes déséquilibres qu'elle cherche à corriger dans la négociation entre éditeurs et grandes plateformes. Merci Madame Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur. Merci Madame Taillé-Polian. Alors moi j'ai un amendement qui va dans le sens du vôtre, qui est l'AC7, non l'AC20, pardon, l'AC7 étant le vôtre. Sur le vôtre, vous fixez un taux minimal à 25%. Alors, c'était une idée qui me traversait aussi, mais pourquoi 25 ? Pourquoi pas 33 comme les Allemands ? Les Italiens sont à 3%, il me semble. On avait quelque chose... Enfin, le taux était difficile à choisir. Et surtout, le problème, le sujet, c'est que suivant les éditeurs, suivant les agences, les rapports économiques ne sont pas toujours déjà identiques sur la rémunération initiale. Et on a un risque là de créer quelque chose qui serait trop automatique et qui ne laisserait pas de marge de manœuvre à certains éditeurs. Pourquoi pas parfois de donner plus ? Pourquoi pas à d'autres moments, quand il y a, le journal a des difficultés ou est dans une situation difficile économiquement, d'être plus raisonnable sur le taux. Donc moi, par contre, et c'est là, ça va dans le sens de ce que vous dites, je donne des obligations aux éditeurs de transparence au niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a le premier niveau, c'est la relation GAFAM, éditeur-agence de presse, où là, il y a des accords. Ensuite, il y a de l'argent, et cet argent qui a une transparence pour le redistribuer et bien respecter la chaîne de la valeur. Mais je le dis, pour qu'on ait cet argent de niveau 2, il faut d'abord qu'on arrive à l'avoir au niveau 1, c'est-à-dire avec les GAFA.
Merci, monsieur le rapporteur. Alors, j'imagine que vous avez présenté ainsi la force de l'AC20. Il y avait une demande de prise de parole de madame Legrain, puis de Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Juste un mot pour dire que nous inscrivons en soutien à l'amendement de notre collègue Taillé-Polian qui nous semble quand même aller plus loin parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de la question de la transparence et croire que parce qu'il y a la transparence, alors nécessairement il y a un bon fonctionnement des négociations et une juste rémunération derrière. Et donc les seuils sont des garanties. Le seuil de 25%, c'est une façon de dire, eh ben oui, évidemment, ça peut aller plus loin, rien n'empêche que ça aille plus loin, mais de garantir qu'il y ait un minimum dans le partage de la valeur, quel que soit d'ailleurs l'état justement de santé de l'éditeur, parce que je ne pense pas que l'argument soit le bon de dire, eh bien, vu l'état de santé, eh bien, la valeur produite sera moins distribuée aux salariés. Je crois que ça n'a jamais été une bonne façon de fonctionner, et c'est aussi une occasion de rappeler qu'on a un vrai problème que le problème de la fabrique de l'information en France, de l'indépendance journalistique, du droit à l'information ne peut être décorrélé de la question de la rémunération et du temps de travail donné aux personnes qui fabriquent cette information, à savoir les journalistes. Et je crois que cette question du partage de la valeur, elle est centrale. Merci Madame Legrain. Madame Taillé-Polian. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, 25%, ça correspond aux dernières décisions de la Commission droit d'auteur, droit voisin, chargée de trancher en cas de désaccord. Donc, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce taux. Par ailleurs, c'est vrai que vous dites, finalement, ça dépend ce qui va se retrouver, des accords qui vont réellement aboutir entre les éditeurs et les plateformes. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je vous ai incité, et je vous réinciterai en séance, à ce que ces négociations, elles soient collectives. C'est-à-dire que justement, c'est pas pourquoi les uns auraient davantage que les autres à nombre de transferts équivalents. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait une règle claire et que chacun puisse savoir exactement finalement ce qu'ont les autres et que ce soit équitable et juste. Donc la transparence, c'était aussi cette question-là. Donc je rejoins par ailleurs, pour terminer, ce que disait ma collègue Sarah Legrain sur le fait que ce n'est pas aux journalistes, in fine, de payer une mauvaise négociation de leurs éditeurs vis-à-vis des plateformes ou une trop grosse pression des plateformes vis-à-vis des éditeurs. Les journalistes ont produit de la valeur, parce qu'on n'arrête pas de donner ce terme-là. Il faut qu'ils aient la rétribution juste, puisque c'est eux qui ont été le plus précarisés, le plus pressés dans leurs conditions de travail et leur rémunération ces dernières années. Ils doivent enfin retrouver une capacité à exercer leur métier dans de bonnes conditions, et notamment l'indépendance. Merci Madame Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur. Oui, alors je rebondis sur les propos de Madame Taillé-Polian. Il faut faire attention aussi, le droit voisin n'est pas le droit d'auteur. Il faut faire attention mais il faut faire attention de ne pas les mélanger. Le droit voisin est un droit on l'a décidé, pour les éditeurs et pour les agences de presse. Ensuite, qu'il y ait un partage de la valeur, nous sommes entièrement d'accord. Moi, je pense qu'il faut laisser la CDADV faire son travail. La preuve, Madame de Taillé-Polian et Madame Sarah Legrain, pour un conflit dans un journal, elle a décidé 25%, dans un autre journal, elle a décidé 18%. Et ce sont les mêmes, et ce sont la profession, c'est un organisme paritaire qui a travaillé. Donc je pense que rester sur mon écriture donnerait déjà une belle avancée. Merci, monsieur Grégoire. Merci beaucoup. Oui, je suis convaincu que votre amendement va dans le bon sens, monsieur Baladon, monsieur le rapporteur, mais moi je partage l'avis qui a été exprimé, c'est-à-dire que dans le déséquilibre du partage de la valeur, il est incontestable que ce sont les journalistes qui sont, in fine, les victimes les moins armées pour le rapport de force. Donc voilà, après on verra, mais moi je soutiens cet amendement, il faut protéger les journalistes. Encore une fois, il n'y a pas d'agrégateur de contenu sans éditeurs, mais il n'y a pas d'éditeurs et pas de journaux sans journalistes. Oui, je sais bien. Ça allait dans le bon sens. On propose juste d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, on va passer au vote de l'AC7 de Madame Taillé-Polian. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Alors, on va peut-être faire une suspension puisqu'on va passer au dernier amendement sur la proposition de loi en hémicycle. Je ne sais pas s'il y aura des explications de vote ou pas, mais auquel cas nous serons dans l'hémicycle. Et je vous invite à revenir en commission puisque nous avons encore 5 amendements à discuter et une loi à adopter.
Alors, bienvenue de nouveau dans la commission. Nous reprenons l'étude de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse. Et nous reprenons sur l'amendement AC20 du rapporteur, AC20 qui a déjà été abordé, mais que M. Balanant va venir repréciser. Oui, alors il n'est pas contradictoire avec l'autre et il ne fait pas tomber l'autre. Et je pense qu'il faut le garder parce que son placement dans le texte permet de bien fixer les choses. Juste petite remarque sur l'amendement précédemment voté sur la fixation 25%. Moi, juste ce que je regrette, c'est qu'on a une instance paritaire, la CDADV, qui est chargée de régler ces contentieux et que là, on vient d'inscrire dans la loi quelque chose qui ne le vide pas de son sens, mais je trouve l'affaiblit, et c'est bien dommage parce qu'on l'a bien vu dans nos réflexions, cet organisme est un point important, est une instance importante dans le dialogue social sur ces sujets-là. Donc je vous invite à voter l'AC20 qui n'est pas du tout contradictoire avec celui que nous venons de voter. Pas de demande de prise de parole. Nous passons donc au vote sur l'amendement 20 de M. Balanant. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement AC11 de M. Sanvert. Oui, merci. Cet amendement de rapport vise simplement à approfondir l'analyse des effets potentiels des nouvelles obligations en matière de transmission d'informations et de sanctions en cas de non-respect des engagements de négociation. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Il est complètement, cette demande de rapport est complètement satisfaite par ce que nous avons créé, puisqu'elle n'est plus nécessaire. Nous avons déjà les éléments d'information nécessaires pour apprécier le respect de la loi, et nous devons voilà, il est complètement satisfait votre amendement. Donc demande de retrait. Retrait. Donc retrait. Donc nous passons maintenant à l'article 2, l'amendement AC19 de M. Balanant. C'est un amendement de suppression. En réalité, il n'y avait pas de portée normative dans cet article 2. Donc, pour une bonne lisibilité de la loi, je vous propose de le supprimer. Alors, pas de demande de prise de parole sur l'amendement de suppression de cet article 2. Donc, je mets aux voix cet amendement qui est pour la suppression de l'article 2. Qui est contre? Amendement adopté, donc l'article 2 est supprimé. Nous passons à l'AC12 de M. Sanvert après l'article 2. En réalité, ah oui, pardon. Oui, donc l'article 2 précisait que les sanctions applicables aux infractions relatives aux droits voisins ne sont pas exclusives des sanctions prévues par le droit de la concurrence. Cet amendement demande un rapport permettant d'évaluer l'application effective de ces sanctions et leur impact sur les négociations des droits voisins. Merci. Oui, c'est comme tout à l'heure une demande de retrait, si vous le voulez bien. Retrait. Merci beaucoup. Nous avons l'article 3 qui ne fait pas l'objet d'amendement, donc nous allons le mettre aux voix, qui est pour l'article 3. Qui est contre l'article 3. Il est adopté. Nous avons un amendement sur le titre, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement rédactionnel pour être précis, parce que les droits voisins sont en réalité les droits voisins des éditeurs et des agences de presse, donc amendement rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement qui est pour la C21. Qui est contre? L'amendement sur le titre est adopté. Donc je mets aux voix la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour la proposition de loi? Qui est contre? Eh bien, elle est adoptée. La proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse, donc des éditeurs et des agences de presse, est adoptée. Merci beaucoup.